Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom. Aujourd'hui, je reçois Jacques Beau. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes colonel d'état-major dans l'armée suisse, ancien membre des renseignements suisses. Vous êtes expert en armes chimiques et nucléaires, également spécialiste du renseignement évidemment et du terrorisme. Vous signez cet ouvrage remarquable, gouverné par les fake news. Conflits internationaux, 30 ans d'infox utilisés par les pays occidentaux. Jacques Beau, justement pour commencer cet entretien et pour savoir un petit peu de quoi l'on parle, est-ce que vous pouvez commencer par nous donner votre définition de la fake news? Alors, la fake news, c'est en fait toutes les informations qui sont partielles, quelquefois biaisées, quelquefois des rumeurs, qui sont devenues en fait des informations sur lesquelles on se base pour juger les activités ou la situation internationale. On a fait avec de vraies rumeurs, de fausses nouvelles, et ça biaise simplement notre perception du monde. Qu'est-ce qui est à l'origine justement de ces fausses idées, de ces erreurs? Alors, bien souvent, on a des États d'ailleurs qui cherchent à, expliquer ou excuser leur action internationale et qui masquent une partie de la vérité. Car c'est souvent ça, on occulte une partie de la réalité et on diffuse uniquement la partie que l'on veut bien communiquer. Et on a les exemples aux États-Unis, naturellement. On a les fameuses armes de destruction massive de 2002-2003. Mais on a aussi Bachar el-Assad, par exemple, les attaques chimiques que l'on n'a jamais pu démontrer. Et en fait, on a beaucoup plus de preuves qu'elles n'ont pas eu lieu, plutôt que de preuves qu'elles ont eu lieu. On a les morts au Darfour, par exemple. Alors on va un petit peu éplucher ces sujets un par un. Jacques Beau, vous avez été en poste à l'ONU et à l'OTAN. Vous avez à ce titre été en contact avec des militaires, des diplomates. Qu'est-ce que vous avez constaté au sein de ce microcosme? Alors c'est une expérience fascinante, mais quelque peu, qui interpelle, parce que... Vous avez été déçu. Voilà, en un mot, c'est ça. On s'aperçoit qu'on a des gens qui perçoivent très mal la réalité des choses dans le terrain. On l'a vu en Afghanistan, par exemple, qui ont de la difficulté à comprendre les situations. On reste dans des schémas très simples. La Russie, la différence entre Russie et Union soviétique n'apparaît pas vraiment quand on est dans l'OTAN, en réalité. Les gens, on a l'impression parfois c'est une machine à remonter le temps, l'OTAN, quand on y est. On est dans le langage facile. Les diplomates sont pas là pour être créatifs, ils sont là pour rapporter ou parler au nom de leur gouvernement. Du coup, on a rarement des interprétations nouvelles, des interprétations, contextuelles des choses, mais on a simplement la voix de son maître. Vous êtes plus doux sur ce plateau, Jacques Beau, que dans votre ouvrage. Je vais me permettre de vous citer quand vous parlez des militaires. Incapacité à comprendre la logique de l'adversaire, déficit de culture générale, manque d'imagination et pour les diplomates, c'est peut-être pire, corrompus, manque de courage et pour les dirigeants occidentaux, incompétence, sans honneur et sans dignité. Oui, je pense qu'on peut le qualifier comme ça. L'exemple du terrorisme est un exemple flagrant où on n'a absolument pas compris, ni voulu comprendre d'ailleurs, la manière dont réfléchissent les terroristes. Du coup, on est allé en Afghanistan, on a créé plus de terrorisme qu'il y en avait au départ. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un rapport des Nations Unies qui dit que les forces occidentales en Afghanistan tuent plus de civils que l'État islamique. Donc, on est à l'envers du bon sens. Et tout ça, ça vient du fait qu'on n'a pas compris les logiques. J'étais en Afghanistan, j'étais sidéré quand je parlais à des interlocuteurs américains de voir comment ils n'avaient absolument pas compris la manière dont réfléchissent les Afghans. Je peux vous faire une confidence. Quand j'ai parlé à des officiers, des gens qui ressemblaient, qui étaient proches des talibans, disons ça comme ça. D'accord. Ils me disaient, vous savez,
On peut pardonner aux Américains parce qu'ils sont stupides, mais on ne pardonne pas aux Britanniques parce qu'ils nous connaissent. Oui, il dit, je ne sais plus dans quel endroit vous dites, on a la chance d'avoir ses ennemis parce qu'ils sont stupides. C'était peut-être cela. Alors ça, c'est autre chose. Ça va dans le ça même... rejoint dans exactement. Le même... Et alors, à propos de manque d'honneur et manque de dignité, c'est vrai qu'on a pu remarquer depuis, en tout cas à partir du mandat Sarkozy et à sa suite le président Hollande, le fait que la politique internationale a été calquée totalement sur celle des États-Unis. On l'a vu avec l'intervention en Libye, avec les bombardements sous François Hollande en Irak et en Syrie. Selon vous, Jacques Beau, pourquoi l'opinion publique reste muette face à des dépenses de l'État pour des guerres qui n'ont pas lieu d'être et auxquelles elle est opposée ? C'est précisément le rôle des fake news, de fausser la perception des choses. Et beaucoup de gens pensent qu'il était légitime, par exemple, d'aller se battre en Syrie, enfin pour la France, par exemple. Oui, mais justement, pour le cas de la deuxième guerre en Irak, en Grande-Bretagne, à Londres, vous évoquez cette manifestation monstre qui avait réuni 2 millions de personnes opposées à cette guerre. Alors tout à fait. Alors ça, c'est un élément particulier. D'ailleurs, quand on voit les statistiques, même en France, en 2014, il y avait plus des 2/3 des Français qui étaient contre une intervention, en réalité. Simplement, il n'y a plus de connexion entre les dirigeants et la population. Ce que pense la population est une chose, ce que font les dirigeants est une autre. On n'est plus dans des démocraties, en réalité, qui devrait être théoriquement le pouvoir du peuple. Donc on est effectivement dans des situations où les dirigeants vont même au mépris du droit international, au mépris du droit humanitaire, puisque même la France d'ailleurs a annoncé qu'à l'issue des attentats de 2015 qu'elle allait renoncer temporairement à appliquer le droit international humanitaire. Donc on est à l'envers des principes qui ont fait les valeurs européennes, les valeurs de nos démocraties, les valeurs de l'état de droit, tout simplement. Justement, vous parlez de l'utilisation par les États d'un conditionnement subtil à l'égard sur les populations qu'elles gèrent. Ben oui, c'est ça. On essaye aujourd'hui, quand on voit que la population est opposée, eh bien on commence à lui asséner des vérités qui n'en sont pas, mais qui permettent aux gens au moins de douter ou au moins de ne pas se poser de questions. Et je suis effectivement frappé de voir que la population accepte assez bien, en fait. Excusez-moi de le dire comme ça, mais les gens acceptent assez bien qu'il y ait du terrorisme, en fait. Ils sont contre le terrorisme, bien sûr, mais ils ne sont pas contre ce qui génère le terrorisme. Et c'est là où est le paradoxe. Justement, vous nous donnez une définition du terrorisme, Jacques Beau, je vous cite, l'usage ou la menace de l'usage de la force afin d'obtenir un changement politique. C'est une méthode utilisée justement par les pays occidentaux que vous citez dans votre ouvrage. Est-ce que l'on peut aller jusqu'à dire que l'administration américaine ou l'administration française sont au service d'États terroristes ? Alors, vous n'avez qu'à écouter l'État islamique et vous avez la réponse. L'État islamique pratique des attentats pour forcer les populations occidentales à demander à leur gouvernement le retrait des forces qu'ils ont déployées au Moyen-Orient, par exemple. Quand vous regardez la politique qui a été appliquée par les Britanniques lors des bombardements en Allemagne, c'est exactement la même chose. On bombarde les civils pour qu'ils se retournent contre leurs autorités et les force à cesser le combat. La même chose qu'on a appliquée contre Milosevic. On a frappé des objectifs civils pour pousser la population à demander de Milosevic qu'il se retire du conflit. On a systématiquement, et c'est la même chose qu'on fait aujourd'hui, quand vous regardez, je parlais tout à l'heure des civils morts en Afghanistan, il y a naturellement une part de ce qu'on appelle les dommages collatéraux, mais il y a une part de dommages qu'on pourrait très bien éviter. D'ailleurs, le colonel Légrier de l'armée française a été décrié pour avoir dénoncé justement ces méthodes qui consistent tout simplement à bombarder les civils pour que les civils se retournent eux-mêmes contre les terroristes, contre leur gouvernement, etc. Donc en fait, on pratique exactement la même stratégie que les terroristes avec d'autres moyens et sous d'autres noms.
Est-ce que vous ne pensez pas au fond que le bloc occidental, si on peut encore parler de bloc occidental, a toujours besoin d'un ennemi? Autrefois c'était l'Union soviétique, il a fallu créer un nouvel ennemi qui est l'islamisme, le fascislamisme, il y en a qui parlent de fascisme islamiste. Est-ce que vous pensez que justement les États ont toujours intérêt au fond, à créer un ennemi pour, en fait, maintenir un état de guerre permanent qui permet d'écouler des armes? Alors, il suffit de regarder ce qui s'est passé à la fin de la guerre froide, où quand vous avez eu en Europe pratiquement l'industrie de l'armement européenne qui s'est désagrégée, les forces européennes, les armées européennes ont démobilisé, on les a réduites à leur plus simple expression. Et de l'autre côté de l'Atlantique, les Américains se sont jurés que ça ne se passerait pas comme ça, d'autant plus que chez eux, l'industrie la plus performante est pratiquement l'industrie de l'armement. Et donc, on a créé une dynamique aux États-Unis qui était de maintenir, et d'ailleurs ça n'est pas complètement un hasard, si depuis la fin de la guerre froide, les Américains ont été constamment en guerre, pratiquement systématiquement, où dès qu'un conflit s'arrête, il y en a un autre qui reprend ailleurs. Ça a permis à leur économie de maintenir l'hégémonie américaine ? Disons que ça a permis en tout cas de maintenir une activité économique, pratiquement l'activité dans laquelle ils sont le plus performants. C'est l'industrie de l'armement. Ils ne peuvent pas que fabriquer des voitures. Les voitures américaines, aujourd'hui, on en parlait dans les années 50, 60, mais aujourd'hui, qui en parle encore? Enfin, je veux dire, il y a bien sûr des voitures américaines, mais c'est aujourd'hui, d'ailleurs, quand vous allez aux États-Unis, vous demandez à un Américain, il préfère acheter une voiture japonaise qu'une voiture américaine, parce que c'est souvent on pourra trouver d'autres exemples. Il y a des voitures électriques, dont je ne vais pas citer la marque, qui certainement sont à la pointe, enfin, j'imagine, mais malgré tout, l'industrie de l'automobile, elle a totalement périclité, pour prendre cet exemple, et bien d'autres encore. Aujourd'hui, les États-Unis dépendent très largement d'autres pays pour leur économie, que ce soit, ils dépendent de la Chine. Quand Trump fait des sanctions, établit des sanctions contre la Chine, c'est Apple qui rouspète parce que il a des composants qui viennent de Chine. Donc, on est dans une industrie qui n'est plus celle qu'on a connue dans les années 50-60. Elle est beaucoup moins créative, elle dépose moins de brevets. Aujourd'hui, ce sont les Chinois qui déposent plus de brevets. Donc, on a une industrie qui est plutôt sur le déclin. Et la seule qui se maintient relativement bien dans ce paysage, c'est l'industrie de l'armement. Boeing a un secteur commercial qui bat de l'aile, si vous me passez l'expression, mais et qui survit grâce à sa branche militaire. Et vous trouvez pratiquement toutes les grandes firmes aéronautiques ont pratiquement cessé leurs activités civiles pour se rester dans le domaine militaire, parce que c'est effectivement là où ils sont le plus performants. Alors depuis le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, les Iraniens ont repris la production pour construire la fameuse bombe nucléaire, mais vous trouvez que cette menace iranienne est totalement artificielle, et à ce titre vous revenez sur l'élimination, l'assassinat du général Qassem Soleimani par les États-Unis en janvier dernier. Pourquoi les États-Unis ont-ils eu intérêt à l'éliminer? Alors tout d'abord, je vous reprends parce que les Iraniens n'ont pas repris la construction d'une arme nucléaire, c'est pas vrai. Ils ont repris l'enrichissement. D'ailleurs, ils sont restés, comme l'a constaté l'Organisation internationale d'interdiction sur les armes chimiques, l'Organisation sur le contrôle des armes nucléaires. Ils sont restés dans les limites du traité. Simplement, ils mettent un peu la pression sur les pays occidentaux, sur les autres pays, en augmentant très légèrement. Mais ils ont fait très attention d'éviter. Ils sont bien en deçà des capacités de production d'armes nucléaires, les Iraniens. Et d'ailleurs, on sait que depuis 2003, on a des rapports à la fois de la CIA et du Mossad, d'ailleurs, qui affirment que les Iraniens ont renoncé définitivement à construire une arme nucléaire en 2003 déjà. Donc les Iraniens ont très bien compris qu'ils n'avaient pas beaucoup d'intérêt à le faire. Alors regardons sur le nucléaire civil. Voilà, et donc revenons à Soleimani. Soleimani, personnage très populaire avant sa mort. Personnage très populaire, mais qui a aussi été... qui est un personnage qui était important dans le cadre de négociations secrètes que l'Iran voulait
engagé avec l'Arabie Saoudite. Ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu des attaques par des drones en Arabie Saoudite, tout le monde s'attendait à ce que les États-Unis ripostent contre l'Iran. En fait, ces attaques de drones, on n'a jamais vraiment su d'où elles venaient et les Américains n'ont eu aucune preuve qu'elles venaient d'Iran. Ouais. Et donc, les Américains n'ont pas voulu s'engager dans un conflit alors qu'ils étaient sur une base vraiment très fragile. Et à cette occasion, les Saoudiens ont compris que les Américains n'allaient pas s'engager sans raison dans un conflit avec l'Iran et que probablement, pour sortir un peu de l'imbroglio dans lequel l'Arabie Saoudite s'est mise, soit au sud avec le Yémen, mais qui est en partie soutenu par l'Iran, et puis avec son grand voisin iranien, les Saoudiens ont compris qu'il valait mieux rechercher la négociation. Et c'est Soleimani qui devait piloter ces négociations avec l'Arabie Saoudite du côté iranien. Et ça, évidemment, ça ne pouvait pas faire l'affaire ni des États-Unis, ni d'Israël, bien sûr, qui mise un petit peu sur ces dissensions et le côté très partisan de l'Arabie Saoudite pour adosser leur propre politique. On a ces derniers temps, et je reste sur l'Iran, pu assister dans ce pays à des explosions un petit peu suspectes. Est-ce que vous avez des informations à nous délivrer à ce sujet ? Quant à ce qui s'est passé ces toutes dernières semaines en Iran, les informations que j'ai, c'est que ce sont des accidents, malgré le fait qu'on ait dit à plusieurs reprises que ça avait été des actions israéliennes ou américaines, etc. Et c'est la même chose au Liban ? Sur ce qui s'est passé Le Liban, je ne sais pas. Je peux volontiers croire qu'il s'agit, je ne parle pas de Hariri, je parle de ce qui s'est passé dans le port de Beyrouth. Là, je peux m'imaginer qu'il s'agisse d'un accident aussi. Mais il y a eu différents incendies qu'on a eu un peu partout. Il est possible que ce soit des conséquences de défaillance logicielle, parce qu'on sait qu'il y a eu de nombreuses tentatives israélo-américaines, devrait-on dire, pour créer des dysfonctionnements dans les centrales nucléaires, etc. Il est possible que ça vienne de là, mais a priori, on est plutôt dans le registre de l'accident, peut-être provoqué, ça on ne sait pas, mais que des attentats, faits par des agents secrets qui seraient venus poser des... Non, on n'est pas là-dedans. Les journalistes proclamaient l'année dernière, en 2019, Jacques Beau, la victoire, plutôt la défaite militaire de l'État islamique. Est-ce que pour vous, il s'agit d'une fake news ? Ce n'est pas vraiment une fake news, mais c'est une illusion d'optique en réalité, parce qu'on n'a pas retiré les raisons pour lesquels l'État islamique s'est attaqué aux Occidentaux. L'État islamique, il a des ambitions finalement très locales. Il a commencé à s'attaquer à des pays occidentaux, il s'est attaqué uniquement aux pays occidentaux qui intervenaient contre lui en Syrie ou en Irak. À partir du moment où cette menace est toujours là, on n'a pas supprimé la menace pour les pays qui sont impliqués dans ces conflits. Mais l'aspiration régionale est toujours là. On a, grâce ou à cause de l'intervention américaine en Irak, on a finalement créé un appel d'air pour des mouvements radicaux sunnites. Et ces mouvements existent, les aspirations existent. Qu'ils veuillent créer un État, c'est difficile à dire, mais que leurs aspirations anti-occidentales, contre l'influence occidentale, contre les interventions occidentales, ça c'est certain que c'est encore là. Dans votre chapitre « La cyberguerre et les tentatives d'ingérence », vous écrivez, Jacques Beau, que le vrai problème est que ni les médias ni les politiques ne comprennent les mécanismes qui génèrent les populismes. C'est quoi ces mécanismes ? En fait, d'abord, les populismes se créent par par l'incohérence des politiques antérieures. On voit partout, un peu partout en Europe, ce qu'on met sous le label populisme, c'est la résistance à l'immigration. Alors,
sans se prononcer sur le fond de cette opposition, on s'aperçoit qu'elle résulte quand même de politiques immigrationnistes qui ont été totalement fantaisistes pendant des années. On ne s'est jamais posé la question de comment on allait gérer cette immigration dans la longueur. Elle a été très clientéliste au départ. Et puis, on a créé finalement un problème. Et ce problème, aujourd'hui, se traduit par populisme. Mais c'est un problème qui n'est pas arrivé par génération spontanée. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a plus de nazis qu'à l'époque, ou plus de ceci, ou plus de cela. C'est que simplement, on a créé une situation qui est propice à l'éclosion d'un ras-le-bol qui s'exprime. Alors, on peut l'appeler, on peut mettre de nouveau, on peut mettre sous le label populiste. L'immigration est un cas typique. En France, ça n'a jamais été géré. On a géré ça de manière politicienne, c'est-à-dire on a toujours joué un parti contre l'autre. Et c'est comme ça qu'on a géré l'immigration. Mais on l'a pas géré en termes de société. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un hiatus dans la société. On se trouve avec la tentation d'avoir des sociétés à 2 ou 3 vitesses. Mais on est surpris alors qu'en réalité, c'était quelque chose qui était totalement prévisible si on avait fait une vraie politique de société, mais on n'a jamais fait ça. Est-ce que vous pensez que c'est spontané, cette politique immigrationniste, ou comme d'autres personnes qui estiment que certains pères de l'Europe, comme Kalergi, avaient pour ambition, dès le début, de faire émigrer des populations africaines vers l'Europe? Alors, je ne crois pas tellement à ces théories. Je crois à ce que, par exemple, d'ailleurs c'est un fait, moi je viens de Suisse, et en Suisse, on a plusieurs fois évoqué le fait que le déficit de natalité en Suisse devait être compensé par quelque chose. Je ne dis pas qu'on a fait venir l'immigration pour ça, mais je dis qu'on a salué l'immigration pour ça. C'est-à-dire qu'on a vu l'immigration comme étant un peu un phénomène qui compensait. Mais pourquoi ne pas favoriser une politique familiale, voilà, par exemple? ça c'est la bonne. Voilà, mais c'est comme pour ça que je vous dis, on n'a jamais eu de politique cohérente. Une politique familiale ne se décrète pas sur 2 ans, elle doit se décréter sur une génération. Mais cette absence de cohérence, elle a quand même vous pensez non, que je pense que c'est un manque de vision, et là on retombe à une question que vous m'avez déjà posée sur les politiciens, sur les gens qui nous dirigent, qui n'ont pas vraiment de vision. Ils ont des visions à court terme, ils ont des visions politiciennes, ils luttent contre des partis politiques, ils s'intéressent pas au bien de la nation en réalité. Les gens qui avaient des visions, c'est les gens qui ont institué des allocations familiales à l'issue de la Première Guerre mondiale, etc. Parce qu'ils se sont dit, on a eu un déficit de population dû à la mortalité, etc. Il faut repeupler. Et donc, on a créé les allocations familiales. Ça, c'était des gens qui étaient visionnaires, qui ont réfléchi sur 2 ou 3 générations. Mais on n'est plus du tout là-dedans aujourd'hui. On n'a pas créé... L'immigration, elle s'est imposée d'elle-même, parce que d'abord, on a créé aussi... Il y a de nombreux facteurs qui viennent là-dedans. La question est de l'éducation, par exemple. On a aujourd'hui, on veut que tout le monde aille... On a voulu que tout le monde aille à l'université. Alors, c'est très bien, ça. Seulement, le problème, c'est que vous ne trouvez plus, après, les gens qu'il vous faut pour faire les petites mains, comme on a dit pendant la crise du coronavirus. Et ces petites mains, elles viennent justement de pays qui sont... qui ont parfois une formation. Je prends les qui sont des aides médicales. Vous avez des pays africains qui ont des bonnes formations. On déclasse ces gens. Elles deviennent des petites mains chez nous. Chez elles, ces personnes seraient sans doute... aurait sans doute un grade plus élevé, mais ici, c'est nos petites mains. Mais ces petites mains, on ne les génère plus nous-mêmes. On ne génère plus d'artisans, on ne génère plus d'ouvriers. On prend les ouvriers qui viennent de... Parce que nous, on veut plutôt avoir des ingénieurs. Les Français de souche doivent être dans les bureaux, devenir ingénieurs. Je ne dis pas qu'ils doivent, mais c'est devenu comme ça. C'est un peu partout comme ça, d'ailleurs. On a créé, en fait, des gens qui n'ont plus envie de faire des petits travaux. Et on va terminer, Jacques Beau, avec le chapitre que vous consacrez avec la Russie et le fait que vous qualifiez justement la diabolisation de la Russie par l'État français et même en général par les pays occidentaux d'outils de manipulation. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté de diaboliser la Russie? Il y a cette volonté toujours d'avoir un ennemi. On est obligé, quand on veut resserrer une unité nationale, quand on a des unités nationales qui ont tendance à se disperser,
c'était valable pour pratiquement tous les pays occidentaux, eh bien, on se crée un ennemi. Alors, pendant la guerre, pendant le coronavirus, c'était la Chine plutôt. En 2014, avec l'Ukraine, ben, c'était la Russie. Ça s'est resté. Ça a permis comme ça de fortifier, par exemple, l'OTAN. J'étais à l'OTAN à l'époque et j'ai très bien vu qu'on essayait de redonner un coup de fouet à l'OTAN parce que dans l'OTAN, en 2014, l'OTAN se retirait d'Afghanistan. Les gens ne voyaient plus très vraiment un sens qu'est-ce qu'était l'OTAN. Il avait failli en Afghanistan. En Europe, bah, on n'y voyait plus beaucoup de sens. Enfin, on n'avait pas développé ce qui était l'ancienne OTAN, si j'ose dire, d'avant la guerre froide. Donc la Russie est arrivée à point pour renforcer cet esprit d'unité, se resserrer les coudes. Et on a exactement ce phénomène-là. Vous n'évoquez pas, je crois, le cas du Covid, ou en tout cas très légèrement dans votre ouvrage. On vient d'apprendre aujourd'hui que les Parisiens allaient devoir porter un masque dans les rues. Alors que moins de 20 personnes meurent de cette maladie en France chaque jour, qu'est-ce que ça vous évoque, cette décision ? Alors, ce que ça m'évoque, c'est qu'on a été poussé dans cette situation par l'incurie des gens au début de la crise. Au début de la crise, personne ne s'est intéressé à ça. On a trouvé un bon prétexte pour fustiger la Chine. Et on a commencé à critiquer la Chine, on a dit qu'ils exagéraient, qu'ils mentaient, enfin pas qu'ils exagéraient, mais au contraire qu'ils mentaient, et que la crise était beaucoup plus importante en réalité qu'elle ne l'était. Et puis, parallèlement, on n'a rien fait. On n'a pas écouté l'OMS. L'OMS, déjà le 10 janvier, donnait des directives pour pour préparer la crise. Personne n'a fait ça. Les auditions de Mme Buzyn devant l'Assemblée nationale montrent qu'elle n'a pas suivi ces recommandations. Son histoire à elle part beaucoup plus tard, près de deux semaines plus tard. Mais en réalité, déjà dès le 9 janvier, il y avait déjà des directives de l'OMS que personne n'a suivies. Et puis tout d'un coup, on s'est retrouvé avec le problème. Et comme on avait tellement menti sur la Chine, on est arrivé à surestimer le problème en réalité. Et au lieu de faire ce que tous les pays asiatiques ont fait, même les ennemis de la Chine, comme Taïwan, comme la Corée du Sud, ils ont suivi exactement l'exemple chinois, c'est-à-dire que dès qu'on a un cas, on l'identifie, on le teste et on l'isole. Taïwan, qui a que quelques morts, je crois qu'ils n'ont même pas peut-être quelques dizaines de morts, je ne connais plus exactement le nombre, mais enfin, c'est minime pour 20 millions d'habitants, c'est-à-dire un tiers de la France. Ils ont une fraction du nombre de morts, mais ils ont aussi une fraction du nombre de tests. Ils ont un nombre de tests qui est minime, c'est quelques milliers de tests, alors qu'on vient vous dire ici qu'on manquait de tests, etc. Non, si on avait fait isoler immédiatement les cas, tester les cas, et si on les avait confinés immédiatement, eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Simplement qu'on a été, à force d'avoir tout laissé aller, on s'est trouvé avec une situation qu'on n'arrivait plus à gérer et que seul le confinement apportait une solution. Et c'est ce qui s'est passé. Simplement, aujourd'hui, on est dans la même logique parce qu'en fait, on n'a rien contrôlé. C'est tout le sens de votre ouvrage, Jacques Beau, Gouverné par les fake news. C'est publié chez Max Milo. Merci, Jacques Beau, d'être venu sur notre plateau.